Chaque semaine, découvrez le parcours d'une prof de yoga pour vous montrer l'immensité des possibilités dans le monde du yoga. Pour ne rien manquer des nouveaux épisodes à venir, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter. Si vous voulez soutenir le podcast Le Yoga dans nos vies, n'hésitez pas à laisser un commentaire et des étoiles sur Apple Podcasts. Vous pouvez aussi m'envoyer des messages, des questions, ça me fera très plaisir. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Linda qui va nous parler de son parcours entre voyage, yoga, méditation, ses livres et puis tout ce que ça lui a inculqué. Je vous souhaite une bonne écoute. Hello Linda, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Le Yoga dans nos vies où tu vas pouvoir nous partager ton aventure avec le voyage mais aussi le yoga à travers tout ce que tu as fait dans ta belle vie. Bonjour, merci de m'accueillir dans ce podcast et pour partager ma vision du voyage et ma vision du yoga, ma rencontre avec le yoga, parce qu'en fait le yoga ça fait partie de mes rencontres au cours de mes voyages. Et pour présenter rapidement qui je suis, aujourd'hui je suis exploratrice, écrivaine. Et mais avant de venir à ça, j'ai eu une première vie. Pendant 10 ans, en fait, j'étais dans une carrière militaire. J'étais officier dans l'armée française, dans un premier temps dans l'armée de l'air, puis dans la gendarmerie nationale. Donc, on est très éloigné de ce monde du voyage et du yoga. Mais voilà, en fait, qu'est-ce qui m'a guidée dans cette carrière, c'est que j'étais vraiment... j'ai voulu, en fait, j'avais un désir d'action et d'aventure très fort. Depuis que je suis petite, je suis quelqu'un qui adore passer, une petite fille qui adorait passer du temps dehors et qui cherchait, voilà, j'ai toujours eu ce goût pour l'action, pour l'aventure, pour les livres de voyage, Jack London, Alexandra David-Néel, et puis les films comme Indiana Jones qui me faisaient vraiment vibrer. Mais vraiment, et du coup, et puis en plus j'ai un papa qui était pilote, donc naturellement ça m'a ouvert aussi à ces choses-là, déjà au monde du voyage, et du coup moi-même j'ai décidé de devenir pilote, d'où le fait que j'ai intégré l'école des officiers de l'armée de l'air, sauf que je n'ai pas pu devenir pilote parce que j'ai une scoliose. Et là, du coup, on m'a déclarée inapte. Et d'où mon choix aussi de ne pas rester dans l'armée de l'air, où j'ai basculé en gendarmerie. Donc en fait, la gendarmerie, donc j'étais à un poste de commandement pendant 4 ans. Donc je commandais 150 gendarmes en sortie d'école. Je suis passée capitaine à 27 ans. Là, je demande plein de postes à l'étranger, parce que voilà, j'avais quand même ce goût et déjà le goût du voyage. Enfin, je partais dès que je pouvais pendant les vacances, sauf que je rêvais de travailler à l'étranger. Et en fait, là, on m'affecte au ministère des Finances à Bercy. Donc, bien loin Oui. de ce que j'avais envisagé. Et en fait, le déclic que j'ai eu, c'est que, en fait, à cette époque-là, bon, on imagine l'armée, c'est ultra cadré, ultra rationnel. En plus, je suis de formation scientifique, donc j'étais quelqu'un vraiment de très, très rationnel, très dans le mental, où j'étais complètement coupée de mes émotions. Et du coup, je m'écoutais pas et je savais qu'il y avait un truc qui allait pas, sauf que je refoulais complètement ce mal-être et ces questions qui voulaient émerger, mais voilà, j'avais mis le couvercle. Et en fait, qu'est-ce qui fait que je m'ouvre tout d'un coup à mon mal-être? Ben, c'est la mort de mon père quand j'ai 28 ans, où là, tout d'un coup, je suis confrontée à la souffrance parce que mon père vient de mourir, mais également, je me rends compte que voilà, ça peut basculer du jour au lendemain et que si je veux vivre tel que je le veux, si je veux me sentir libre, bah c'est aujourd'hui et pas demain. Et donc, il faut que j'arrête d'attendre. Et du coup, là, il y a eu remise en question qui, mine de rien, a duré 2 ans, parce qu'en plus, à l'époque, j'étais mariée. Donc, ça s'est soldé par un divorce, une démission, et puis cette révélation où je me dis assez brutalement, je veux voyager, je veux écrire. Et en fait, parce que je me suis replongée dans la littérature, et là, je me suis dit, mais s'il y a d'autres personnes qui, avant moi, ont fait ça, ben, moi aussi, je suis capable de le faire. Et plutôt que de rêver, ben, je vais réaliser mes rêves. Et je suis partie, donc à 30 ans. Et ça s'est pas arrêté. Aujourd'hui, j'ai 39 ans. Donc depuis, j'ai parcouru beaucoup de régions sauvages. J'étais vraiment très attirée par la nature sauvage. Donc la Sibérie, j'ai passé plusieurs mois en Sibérie où j'ai vécu avec des nomades éleveurs de rennes, un peuple de tradition chamanique. Je suis partie en Alaska, que j'ai traversé à vélo. Après, j'ai eu une
une grande période dans l'Himalaya où j'ai vécu en tout 1 an avec des nonnes bouddhistes dans différents monastères au nord de l'Inde, dans la région bouddhiste qui s'appelle le Ladakh. Et c'est là que je découvre la méditation et évidemment le bouddhisme et que je commence à m'ouvrir aux philosophies orientales. Après cette période, j'ai une période Moyen-Orient où je passe beaucoup de temps en Israël, en Cisjordanie et en Turquie. Ça, c'est un voyage la Turquie, qui va très mal se terminer puisque j'étais victime une agression sexuelle où quelqu'un essayait de me violer et de me tuer. Et à partir de là, voilà, gros travail de reconstruction. Et ce qui m'amène à mon dernier voyage, qui était l'an dernier, donc en décembre 2019. Je décide de partir 3 mois dans la cordillère des Andes pour marcher jusqu'en Patagonie, où là, finalement, c'était un voyage particulier, parce que je partais vraiment pour me guérir, en fait, pour retrouver confiance en moi. Et puis en même temps, c'était un voyage aussi engagé parce que je le faisais au nom de la lutte contre les violences faites aux femmes. Donc voilà mon D'accord. histoire. Et ben, c'est hyper impressionnant. Parmi tout ça, du coup, tu vas pouvoir nous raconter le lien avec le yoga, cette rencontre, comment tu as décidé de te former, et puis bah, les 3 livres que tu as pu rédiger pendant tes voyages. Est-ce que tu peux commencer avec justement cette rétrospective en Inde où tu as découvert la méditation et donc le yoga, comment tu as décidé d'aller plus loin que faire juste pratiquer entre guillemets et pouvoir le transmettre. Ouais, alors ça c'était drôle parce que la première fois donc que je pose les pieds au nord de l'Inde, donc comme j'ai dit tout à l'heure au Ladakh, donc c'est une région qui a 4000 mètres d'altitude au milieu de l'Himalaya. En fait, donc je me retrouve dans un monastère pour femmes, donc on appelle ça une nonnerie, où ils cherchaient des volontaires. Donc j'arrive par hasard, j'avais contacté une association où cherchait des volontaires. En gros, c'était le prétexte, moi, pour découvrir cette culture bouddhiste que je connaissais absolument pas. Je me suis vraiment sentie appelée à un moment par cette région et par cette culture. Je connaissais rien au bouddhisme auparavant. Et donc, on est en 2013. Et à l'époque, on parlait, enfin moi de mémoire, on parlait pas, enfin moi dans les personnes que je fréquentais, personne m'avait parlé de ces méthodes, méditation, yoga, etc. Et puis du coup, je le découvre de fait parce que elles, qu'est-ce qu'elles font les nonnes toute la journée? Elles prient et elles font aussi un peu de méditation. Sauf que, en fait, c'est drôle parce que quand j'arrive là-bas, pour eux, c'est inné, ça fait partie de leur culture. Et quand je commence à poser des questions sur comment on médite, là, il y avait un peu un gros blanc en me disant, bah, tu t'assieds, tu fermes les yeux. Ok, j'ai essayé, je m'assieds, je ferme les yeux, mais ça marchait pas du tout. Et en fait, moi, je me suis dit, c'est pas grave. En fait, parce que mon initiation, c'était plus par l'expérience que par un savoir théorique. Du coup, je m'asseyais à côté d'elle et pendant qu'elle priait, elle récitait les mantras. En fait, ça durait pendant des heures, hein. Elle prie pendant 5-6 heures tous les jours. Donc, je m'asseyais, j'écoutais, je me laissais bercer par les mantras. Puis après, j'étais vraiment intégrée à la vie quotidienne qui est voilà, s'occuper du monastère, aller chercher l'eau parce qu'il n'y a pas d'eau courante, faire des petits travaux d'entretien, aller chercher du bois, etc., faire la cuisine, enfin vraiment vie très proche de la simplicité. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que c'est en rentrant en France que bah, du coup ça m'avait ouvert à cette culture-là, où là finalement j'arrive je commence à acheter des livres, où je m'intéresse à la théorie, qui mine de rien m'a permis de m'aider en fait à vraiment découvrir ce qu'était au fond la méditation, toute la richesse, tout le savoir, toute la philosophie qu'il y a derrière ces pratiques. Et puis à partir de là, donc ça, je t'ai dit, c'était en 2013. Je suis revenue 2 fois en fait au nord de l'Inde. Donc en tout, j'ai passé 1 an dans différents monastères et notamment des nonneries de cette région-là. Et puis à chaque fois, j'ai approfondi, mais du coup avec mes livres théoriques, mes livres de philosophie que je ramenais pour pouvoir m'imprégner ensuite là-bas et cultiver en fait cette connaissance du bouddhisme. Et derrière, en fait, après, ça m'a ouvert, je me suis intéressée à l'hindouisme. Et pour parler vraiment du yoga, à proprement parler, donc la pratique corporelle avec les asanas, ça a été très récent parce que
Donc je méditais depuis 6 ans jusque l'an dernier, 7 ans, truc comme ça. Et je décide de franchir le cap d'enseigner la méditation. Donc du coup là, je prends une formation pour voir, pour formaliser comment devenir enseignant en méditation. Et donc là, la formation que j'ai prise, elle est vraiment basée sur les enseignements hindouistes, non pas bouddhistes. Et donc c'est une méditation avec le mantra. Et c'est là en fait, on avait aussi des cours en pranayama et en yoga. Et c'est là que Et je me suis c'était dit, quoi moi, comme formation du coup? c'est une formation au centre Chopra D'accord. aux États-Unis en fait. Ok. Formation de, en fait, c'est une méditation qui est très intéressante, qui est basée, qui est un type de méditation transcendantale basée sur des mantras. Mais en fait, c'est un mantra qui est issu des sons de la nature. Donc, c'est un mantra qui est spécifique en fonction de notre date et de notre heure de naissance. En fait, on est né sous la vibration d'un son de la nature qui a été traduit en mantra par les yogis d'il y a plusieurs millénaires qui passaient leur temps à Mhm. écouter les sons de la nature. Ouh. Et du coup, en fait, j'ai trouvé ça hyper intéressant comme type de méditation de revenir voilà, à ce son originel et de méditer sur ce son. Et donc, c'est le centre Chopra, donc, qui est aux États-Unis. Hein, il suffit de taper Chopra Center, on peut trouver tout Ok. ça. Et les trois piliers de ce centre, donc c'est la méditation, le yoga et l'ayurveda. Et du coup, en fait, je découvre tout un pan de la philosophie hindouiste qui venait compléter, moi, les propres enseignements que j'avais avec la méditation, qui était plus en fait une méditation de pleine conscience que je faisais jusque Mhm. maintenant. Et ce qui est intéressant, en fait, vraiment, ce qui m'a marqué avec ma découverte avec le yoga, c'est ce rapport au corps. Parce que moi, pour le coup, tous les voyages que j'ai faits, c'était soit à pied, donc en marchant pour vraiment ressentir l'énergie des lieux, l'énergie de la terre, l'énergie de la nature, ou des traversées à vélo, comme j'ai fait en Alaska, ou quand je suis partie au Tibet oriental, je sais plus quand, mais je crois il y a 4-5 ans, un truc comme ça. Mhm. Et du coup, pour moi, ce rapport au corps est hyper important. Et en fait, c'est devenu d'autant plus important. Tout à l'heure, je parlais de mon agression en Turquie, où donc c'était une agression sexuelle en plus. Donc du coup, c'est vraiment, je dirais, de toute façon, il n'y a pas de hasard, tout est arrivé au bon moment. Et comment se réapproprier son corps et comment aussi se libérer Enfin, pour moi, le yoga, c'est vraiment ça, c'est se reconnecter avec son corps, mais en même temps pouvoir être en mesure de libérer des émotions qui sont capturées dans la mémoire de notre corps, de nos cellules. Mm, mm, mm. Et du coup, cette formation, tu l'as faite après justement ce traumatisme, c'est ça? Ouais, je Mhm. l'ai faite après. C'était juste au début, le premier confinement que nous avons vécu. Parce que D'accord. du coup, coincée ici, dans mon appart, je me suis dit, bon, voilà, plus voyager, plus de conférences, plus rien. Donc je me dis, bah, je vais me former. Et en fait, c'était génial parce que ça m'a permis vraiment de basculer entre la pratique et l'enseignement, qui sont vraiment deux choses différentes. Mm, mm. Et c'est vrai que dans cette formation, du coup, tu avais l'aspect méditation vraiment dont tu parlais avec le mantra et l'aspect asana aussi au niveau du yoga et puis la philosophie du yoga qui allait avec, j'imagine. Oui, oui, après derrière, on avait enfin, énormément de cours sur l'hindouisme, et notamment, pour ceux qui connaissent, en fait, c'est la philosophie de Shankara, tout ce qui est non-dualisme avec l'Advaita. Mhm. Ok, super, ça avait l'air vraiment très 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 intéressant. Je vais remettre les liens de toute façon dans la description de l'épisode. Et du coup, c'était yoga. Donc j'ai vu que tu étais formée au Tantra Yoga et au Kundalini. Donc c'est pendant cette formation que tu avais Ouais, vu ce. D'accord. alors en fait, ça, c'est la suite de l'histoire parce que D'accord. Bon, bah, le centre, ouais, je suis vraiment dans cette recherche permanente. Du coup, j'adore apprendre, en fait, enfin, c'est sans mais fin. t'as raison, t'as raison. Et, Et du coup, tu vois, le centre Chopra, il enseignait un yoga classique, tu vois, type Hatha Mhm. Yoga, mais vraiment très, je dirais que c'était vraiment les bases, hein, parce que le focus de la formation, c'était sur la méditation et non pas sur le yoga.
Et là, mais je vois, tu vois, il y a un truc qui m'interpelle. Je dis, bon, je vais creuser, ça m'intéresse et je trouve que c'est vraiment complémentaire parce que la méditation, c'est quelque chose de très statique, mine de rien. Et quelque part, on peut très vite, une fois encore, occulter le corps si on fait que de la méditation. Et c'est de fil en aiguille, je sais plus, je commence à lire des livres, etc. Et je tombe sur voilà, ce qu'on appelle le Kaula Tantra Yoga, qui est là issu du tantrisme en fait. Et puis pareil, après je tombe sur le Kundalini, pareil, qui est issu du tantrisme. Et en fait, il y a ces deux yogas donc, qui viennent de la même tradition, donc du tantra, qui vraiment m'interpellent parce que quand je commence à lire des choses sur le tantra, je me rends compte que il y a une des matières en fait qui est enseignée dans le tantra, c'est tout ce qui est lié à la sexualité, mais c'est pas que ça, quoi, parce qu'en fait souvent on restreint le tantra à ça. Mais en fait, moi, du coup, évidemment, ça m'a interpellée par rapport à ce que j'avais Mhm. vécu, et je me suis dit, bah, derrière ça, il y a aussi un moyen de reconnecter la sexualité avec le sacré, de reconnecter la sexualité avec le beau, avec la création, avec le cœur. Des choses, je pense, on n'en parle absolument pas, et je pense qu'elle est la source de beaucoup, beaucoup de problèmes aujourd'hui dans le monde entier, malheureusement. On a complètement Mhm. déconnecté la sexualité de sa source, en fait. Et du coup, quand je vois qu'il existe un tantra yoga, en fait, je découvre il y a une école, un ashram en Équateur, hein, donc là, on n'est pas du tout en Inde, qui a été créé il y a 5-6 ans, d'une Mhm. femme qui a été formée selon la tradition du Kaula Tantra Yoga. Et puis là, Ok. dès qu'on peut revoyager, en fait, je décide de partir faire cette formation de teacher training, en fait, le mois de formation. Et ça a été vraiment très intéressant parce que moi qui suis novice dans les asanas, en fait, j'avais toujours un complexe par rapport à la souplesse, la flexibilité, parce que, en plus, avec les réseaux sociaux, tu vois, tu regardes des trucs sur le yoga, en fait, Oui, tu c'est vois sûr. Mhm. des nanas qui font franchement des trucs de dingue. Et tu vois, j'avais un peu associé le yoga à ça. Je me dis, bah, en fait, je suis pas capable de faire ça, et c'est pas non plus ce que je voudrais enseigner, tu vois. Et Mhm. puis, dans le tantra yoga, là, je découvre un yoga qui est très lent, où en fait, dans les asanas, en fait, il y a beaucoup de phases de shavasana, qui est en fait une sorte de yoga méditatif, qui permet, en Ok. fait, voilà, c'est vraiment lié au tantra, donc danser avec les polarités, le féminin, le masculin, l'action, l'inaction. Et en fait, c'est un yoga qui devient une méditation en mouvement à travers les asanas. Et c'est pour ça qu'une séance de Kaula Tantra Yoga, c'est hyper long. Et c'est pour ça que ce yoga est très peu enseigné, parce que c'est pas du tout business. C'est 2h45 en moyenne une séance. Ah Donc, oui, du coup, d'accord. dans les studios, il n'y a aucun studio de yoga qui voudrait enseigner ça, parce que c'est beaucoup trop long, quoi. C'est pas adapté à nos Oui, sociétés. c'est sûr. Alors, on peut faire une séance courte d'1h30, mais la séance complète, ouais, c'est entre 2h30 et 3 heures. Et D'accord. donc, mais c'est Faut vrai, ça poser m'a. une demi-journée pour prendre Ouais, une séance détente. non, mais ouais, c'est ça, c'est long. Et en même temps, donc moi, quand j'ai commencé à le pratiquer, parce que du coup, j'avais commencé une formation en ligne, et puis après, je suis allée directement là-bas pour continuer, pour approfondir en Équateur. Et en fait, c'est vraiment intéressant parce que je trouve que la qualité que ça met en avant, dont on manque dans la société, c'est vraiment la patience. C'est vraiment s'abandonner à la pratique. Bizarrement, je savais que tu allais dire la patience. Mais au Non, mais début, c'est tu vrai. te dis, mais c'est pas possible, je vais jamais faire 3 heures de yoga. Et en fait, une fois on est dedans, c'est ça qui est magique, c'est que Mhm. on s'en rend pas compte. On voit pas le temps Ouais, on voit passer, quoi. plus le temps passer. Ouais. On se coupe du monde en fait complètement, c'est sûr. Et c'est Mm. ça qui est beau avec le yoga, c'est que peu importe la pratique que tu vas faire, tu vas pouvoir te reconnecter à toi, à ton corps, à tes énergies, à ton mental, et justement ne vraiment faire le vide autour de toi et te mettre en priorité. C'est ça qui est important. Ouais. Après cette formation du coup en Équateur, c'était que tantra ou il y avait aussi le Kundalini? On avait les deux en fait. Du coup, le D'accord. focus c'était vraiment sur le Kaula Tantra Yoga. Mais en fait, comme l'école est vraiment basée sur le tantrisme, on avait aussi ces cours de Kundalini.
mais ça que je pratiquais aussi depuis un moment. Et je trouve ça vraiment complémentaire parce que tu vois, tu as ce Kaula Tantra Yoga qui est très lent, très méditatif. Et le Kundalini, on est là, ouais, allez, on y va, l'énergie à fond, quoi. Et je trouve que justement, coupler les deux, en fait, était. Enfin, ouais, pour moi, en tout cas, pour moi, évidemment, après, on a chacun, ça résonne différemment, mais je trouvais que ça correspondait parfaitement déjà, moi, à ma personnalité et à ce que je voulais transmettre. Donc, du coup, je me suis formée comme enseignante en Kundalini aussi. D'accord. Et donc ça, c'était en 2020, du coup, Ouais, pendant exactement. D'accord, Ouais, tout ça en super. Et 2020. Bah, c'était une année OK, riche. ça fait beaucoup de choses finalement, confiné, mais quand même, beaucoup de projets. Et du coup, après ça, qu'est-ce que tu as mis en place? Tu as commencé à enseigner ou enfin, tu es revenue du coup, je suppose, en France? Comment ça s'est passé? Ouais, alors je suis revenue en France il y a pas très longtemps. Je suis revenue en France c'était quand on est en mois d'avril, il y a 3 mois en fait. Je suis revenue à peu près le 10 janvier, je crois. Et alors après, le truc, c'est que moi, j'ai toujours mes activités en parallèle. Mmh. J'ai écrit mon dernier livre parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Donc, en Oui, parallèle de ces voyages, j'allais en venir. etc., j'écris. Et en fait, donc mon dernier livre, il est sorti début mars. Donc là, c'est vrai que autant je suis rentrée de toutes ces formations avec cette envie d'enseigner. Donc j'ai créé un programme que j'avais offert gratuitement d'une semaine, que j'avais appelé Love Power, pour transmettre déjà, ce qui m'a vraiment confirmé. En fait, j'ai voulu tester un peu ma méthode, entre guillemets, le fait de combiner le Kaula Tantra Yoga, le Kundalini, la méditation. En fait, ces différents savoirs que je suis allée piocher, bah, voir comment je me sentais dans la transmission et comment c'était perçu aussi. Et Mmh. du coup, ça m'a vraiment confortée dans ce que je voulais faire. Ça m'a permis aussi d'affiner certaines choses. Là, tu vois, depuis 2 mois, là, je suis en pleine promotion de mon dernier livre. Et du coup, en parallèle, bah, là, je suis en train de monter des programmes que je fais en ligne, en fait. Donc, du coup, j'ai vraiment hésité, tu vois, entre donner des cours en ligne et monter des programmes, parce que c'est un peu deux choses différentes. Mais comme, tu vois, j'ai des activités en parallèle où je suis pas 100% du temps enseignée, que ce soit le yoga, la méditation, du coup, je trouvais que l'idée de faire des programmes avec une partie de vidéos qui sont préenregistrées et une partie de direct permettait, moi, d'être présente, mais de me dégager quand même du temps pour mes autres activités. Et donc, en Super, fait, ces programmes, j'ai appelé ça les ateliers du feu parce que voilà, le feu, l'énergie de la transformation, et c'est vraiment ce que je veux. Et ils seront disponibles, je pense, dans 2 semaines. Enfin là, on est qu'en fin avril, donc ouais, mi-mai, fin mai, quelque chose comme ça. super. Donc, du coup, quand ton épisode sortira, tes programmes seront déjà disponibles. Ton épisode sortira à peu près en juin. Donc, comme ça, au moins, les gens pourront tout de suite aller voir et on a hâte de les découvrir. C'est super parce que c'est vrai que c'est un format qui fonctionne bien vu qu'on sait pas trop vers où on va aller, où on va être confiné, où est-ce qu'on aura le droit de partir en voyage, ou est-ce que voilà, Mm. ça permet aussi de pratiquer un petit peu n'importe où ces petits programmes avec des vidéos du coup qu'on peut charger et puis en même temps d'avoir des fois à certains moments qui sont programmés de pouvoir te voir en live et de pouvoir pratiquer avec toi. Donc c'est génial de mettre ça en place de cette manière-là. Bon, hâte de les découvrir en tout cas. Et est-ce que du coup tu peux nous parler de cette partie écrivaine, parce que tu as 3 livres à ton actif, donc est-ce que tu peux nous en parler? Comment ça s'est passé? Comment tu as commencé à écrire? Tu en as parlé un tout petit peu au début, donc vas-y, dis-nous. Ouais, l'écriture, ça a été vraiment ma volonté de m'exprimer déjà et de transmettre. Parce que assez rapidement, hein, vraiment quand il y a eu le voyage, j'ai vraiment associé le voyage et l'écriture, je voulais transmettre. Et le premier livre que j'ai écrit, donc ça m'a mis du temps entre vouloir et écrire. L'écriture, c'est un vrai apprentissage aussi. Pas tant dans l'écriture, mais savoir quelle histoire je voulais raconter. Et puis, ouais, et en plus, comme c'est autobiographique, c'est se livrer. Parce que, en plus, moi, je voulais. C'est pas que du récit de voyage. En fait, le premier livre, en l'occurrence, c'est le récit de mon changement de vie. Donc, c'est ma vie d'avant, la mort de mon père et ce premier voyage que j'ai fait en Sibérie, en Alaska.
Mais c'est vrai que moi, alors, même si je lis des récits de voyage, ouais, je voulais pas juste écrire comment un peuple vit. Voilà, je suis pas ethnologue ou quoi que ce soit. Donc en fait, je voulais raconter mon histoire pour montrer aux gens, voilà, vraiment mon changement, pourquoi j'ai changé. Et plus que le voyage, c'est la quête de sens. Qui suis-je? Quel est le sens de la vie? Comment je donne du sens à ma vie? Ça, c'est l'histoire de ce premier livre. Et ce qui fait qu'à un moment, il fallait que je me livre, voilà, notamment la relation que j'avais avec mon père, la souffrance que j'ai éprouvée après mon père, la souffrance aussi que j'avais à l'époque, j'étais mariée, donc dans mon mariage, qui était quelque chose qui allait bien, mais et sous tout rapport, voilà, c'était la réussite sociale en extérieur, mais en fait, il y avait un profond malaise intérieur. Et mettre les mots là-dessus et se dire que c'est ça qui est difficile dans l'écriture autobiographique, se dire qu'à un moment, bah, une fois que le livre il est publié, tout le monde va découvrir ça. Ça a été vraiment un gros travail intérieur de sincérité avec soi, en fait. Et d'introspection. Et ça, c'est vraiment génial, parce que donc Mmh. mes 3 livres sont autobiographiques, hein, et, euh, et c'est quelque chose que je conseille, tu vois, je parlais de reconstruction tout à l'heure par rapport à l'agression que j'ai vécue, mais je pourrais en parler aussi par rapport à mon premier livre, hein, où il y a eu le deuil de mon père à traverser. En fait, l'écriture autobiographique a un côté aussi thérapeutique parce que, bah, comme ce qu'on va faire quand on est face à un psy, bah, à un moment, on se livre au livre, quoi. Enfin, on se livre au livre, ouais, c'est le cas de le dire, quoi. Et ça permet aussi, surtout, de faire ce travail introspectif où moi, ça m'a permis ouais, de savoir finalement pourquoi je suis partie, en fait, voilà, de faire ma propre analyse. Et du coup, voilà, c'est beaucoup plus que des livres de voyage à chaque fois. Bien sûr, il y a le voyage en toile de fond parce que c'est ce que j'aime, c'est ce qui me caractérise. Je suis quelqu'un qui aime le mouvement, qui aime la découverte. Et puis j'aime par-dessus tout le rapport à la nature et ce que la nature m'apporte. Mais derrière ça, en fait, c'est l'exploration intérieure. Et c'est pour ça que quand je parle ouais, d'être exploratrice, pour moi, enfin, on est tous, en fait, on a tous cette part d'explorateur à partir du moment où on va chercher à l'intérieur de soi. Et donc, Complètement. tu vois, donc il y a ce premier livre, donc il y a cette base, c'est mon changement de vie. Le deuxième livre, c'est quand j'ai traversé Israël à pied, où là, en fait, c'est vraiment, il y a le côté très spirituel, le rapport au divin. euh, en fait, il y a eu cette grande traversée du désert qui a duré 3 semaines, où à un moment, j'ai vraiment senti, sans mettre les mots dessus, et c'est après, justement, grâce à l'écriture, que j'ai compris que, en fait, j'avais vécu une sorte d'élévation de la conscience qui s'est passée là-bas, où les énergies sont extrêmement fortes, hein. C'est une terre où il y a une histoire. Autant c'est un tout petit pays, autant c'est une histoire qui a des siècles et des siècles et des siècles et des milliers de pages décrites sur ce petit bout de terre. Et là, vraiment, c'est là que j'ai compris que enfin, le parcours que je menais, en fait, toutes ces aventures, finalement, le sens de ces aventures, c'était une quête spirituelle, quoi. Donc, toujours faire ce travail de conscience, d'élévation de conscience, et puis derrière, transmettre mes enseignements, transmettre la joie, transmettre l'amour, parce que derrière la spiritualité, c'est des mots simples, mais je pense les plus puissants qui soient. Et derrière la méditation, derrière le yoga, c'est juste ça, en fait, c'est se reconnecter à soi et se reconnecter à sa joie, se reconnecter à l'amour qu'on a pour soi et pour le reste. Et j'ai vraiment touché du doigt, enfin vraiment, ça m'est apparu clairement là-bas. Donc ça, c'est l'histoire du deuxième livre. Et le dernier livre, en fait, c'est l'histoire de ma reconstruction. Donc, c'est 3 mois de marche à travers la cordillère des Andes jusqu'en Patagonie. Où là, en fait, c'est un livre alors qui commence de façon assez violente, hein, parce que ça commence avec mon agression en Turquie. Mais en même temps, voilà, comment trouver la force de se refaire confiance, comment j'ai pu renouer avec mon intuition, me réconcilier avec mon corps, tu vois, on parlait du corps, et c'est là vraiment que j'ai vu que bah voilà le corps,
autant le mental, voilà, on pense aller mieux, mais le corps, de toute façon, à un moment, il nous dit, bah non, ça va pas, et j'ai toujours, hein, c'est pas juste là, ça fait 2 ans, hein, mais voilà, je sais qu'il y a un gros, gros, gros travail de libération émotionnelle qui passe par le corps, et là-dessus, enfin, autant il y a eu cette marche qui a été très, très importante pour moi, mais je trouve que le yoga est fabuleux là-dessus parce que on va travailler sur ces blocages. On touche du doigt les blocages au plan physique qui sont juste en fait des blocages émotionnels. Mmh mh. Et d'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis par rapport au lien entre, blocage émotionnel et blocage physique parce que, tous nos blocages émotionnels finalement se traduisent dans notre corps. Souvent on dit: «J'ai mal au dos», des choses comme ça. Mm. Effectivement, la colonne prend toutes nos tous nos ressentis, toutes nos émotions et les gens qui ont mal au dos, en effet, ça se traduit aussi souvent par des traumatismes émotionnels ou des choses qui vont moins bien à l'instant T dans leur vie, etc. Donc c'est hyper intéressant de le voir aussi dans la pratique du yoga, savoir qu'il n'y a pas forcément que les asanas dans cette pratique, qu'il y a plein d'autres choses comme justement la Mm. méditation, les pranayamas, les mantras, enfin, il y a plein de choses qui peuvent nous guider avec le yoga et c'est un grand mot qu'on met derrière en fait un développement personnel qui va nous accompagner tout au long de notre quotidien. Ouais, ouais, complètement. C'est un outil. Et moi, quand j'ai découvert ça, en plus, tu vois, comme je t'ai dit tout à l'heure, quand j'ai voulu devenir pilote dans l'armée de l'air, donc ils ont détecté une scoliose qui est assez importante, hein. Ma scoliose, elle fait plus de 20 degrés. Elle faisait D'accord. 23 degrés de mémoire. Donc c'est énorme, hein, quand tu prends les Mmh. radios, j'ai vraiment le dos tordu, quoi. Et puis après, tu vois, après, pour autant, ça se voit pas parce que j'ai toujours fait beaucoup de sport, donc j'étais musclée du dos, donc ça a compensé. Mais ma scoliose était là. Et en fait, après, quand j'ai découvert le yoga, j'ai commencé à lire des rapports scientifiques, enfin, tu vois, des études scientifiques, parce que j'avais un peu peur par rapport à ma scoliose, par rapport à la souplesse du dos. Et en fait, je me suis rendu compte que le yoga était en gros la méthode qui permettait de rectifier les problèmes de dos, quoi, et notamment des scolioses. Et il y a des histoires hallucinantes sur des scolioses qui ont été réduites de moitié. Et tu vois, moi, je me suis dit, mais quand j'avais 20 ans, il n'y a personne qui a été foutu de me dire ça, alors que finalement, une pratique, ne serait-ce que pendant un an, aurait permis, en fait, de quasiment résorber ce problème. Et c'est pour ça qu'il faut en parler aujourd'hui, quoi, parce Mmh. que Mmh. c'est une pratique qui est simple, qui est accessible à tout le monde, alors qui demande de la rigueur, mais comme pour toute chose, mais qui permet déjà au plan physique, voilà, de pouvoir résoudre beaucoup de problèmes. Et puis après, comme on vient de le dire, et derrière, au plan émotionnel, de se libérer de tout un tas de choses, et juste en pratiquant, quoi. Il y a pas besoin d'aller voir un Mmh. psy, faut juste faire sa pratique, et on va pouvoir se libérer. C'est super beau ce que tu dis, c'est magnifique de pouvoir voir tout ce que le yoga peut nous apporter et de le mettre en lumière comme ça, donc déjà par l'aspect physique au niveau de ta scoliose en donnant cet exemple-là, et puis l'émotionnel, c'est vrai que effectivement, je pense que le yoga peut résoudre vraiment beaucoup de choses émotionnelles, et comme tu le dis, c'est très bien de se faire accompagner par des psychologues, etc., qui sont formés pour, et voilà, mais le yoga peut aussi en grande partie nous accompagner et parfois on le sait pas en fait et on ne le dit peut-être pas assez. Donc merci d'avoir refait ce point. Est-ce que tu as d'autres projets que tu aurais dont tu aurais envie de nous parler, que tu aurais envie de lancer, d'autres choses aussi qu'on n'aurait peut-être pas forcément abordé dans l'épisode jusque-là? Non, je pense qu'on a fait le tour. Moi, là, j'ai hâte, vraiment hâte de pouvoir lancer mes ateliers du feu pour transmettre, et vraiment pour aider, quoi. Enfin, derrière, il y a la transmission, c'est ça, aider, accompagner, apaiser, parce que je pense qu'on a besoin d'apaisement par rapport à tout ce qu'on vit en ce moment qui est assez dense. Mm. Intérieurement, énergétiquement, enfin voilà, c'est compliqué pour beaucoup de personnes, donc j'ai vraiment hâte de lancer ça. Après, moi, mes prochains projets, bon, je reste quelqu'un qui aime bouger, le voyage, la découverte, donc du coup, j'ai aussi hâte de pouvoir bouger. Et en fait, notamment, tu vois, pour revenir au tantrisme, enfin,
le tantrisme, mais de toute façon, toutes ces philosophies, elles sont tellement larges. Je crois on n'a pas assez d'une vie pour découvrir, mais j'ai envie de creuser malgré tout. Et en fait, tu vois, je te parlais de cette femme, donc l'ashram où je suis allée en Équateur, donc ce qui a été créé par une Allemande qui elle-même s'est formée auprès d'un maître qui lui est actuellement à un ashram en Thaïlande. Et donc vraiment c'est lui qui est la source de cet enseignement du Kaula Tantra Yoga. Et j'espère pouvoir y aller. J'aimerais passer plusieurs mois pour le coup, 6 mois, voire peut-être 1 an, pour creuser en fait, vraiment aller au cœur de cette philosophie du tantrisme. Et en même temps, en parallèle continuer d'enseigner, mais tout en me formant moi-même. Donc voilà. Ok, super, c'est un très beau projet. Et puis, pour le coup, je crois que la Thaïlande, tu l'as pas encore fait dans les nombreux voyages dont tu nous as parlé. Donc, ça participerait aussi à ton chemin d'exploratrice. Ouais, exactement. Super, c'était vraiment hyper intéressant d'avoir tout ça et je suis sûre que tu auras plein de nouvelles choses à nous raconter dans peut-être dans 1 an ou dans 2 ans. Je songe à faire des épisodes numéro 2 pour voir l'avancée de chaque professeur de yoga, etc. Est-ce que tu aurais un petit message à faire passer pour terminer, quelque chose qui t'inspire et qui pourrait inspirer nos auditeurs, tes élèves, enfin voilà, les gens avec qui tu partages des choses? Ouais, moi, mon message, c'est écouter son instinct, son intuition, parce que d'autant plus aujourd'hui, hein, on voit, si on reste dans le mental, on va être vite complètement noyé. C'est hyper anxiogène, quoi, ce qu'on vit aujourd'hui. Mais à un moment, il y a cette petite voix intérieure. Il faut faire le job, c'est-à-dire il faut s'écouter, voilà, pour se guérir aussi, guérir de ses blessures. On a toutes des traumas, des blessures du passé, des blessures de notre propre vie ou qu'on a hérité du transgénérationnel ou pour ceux qui y croient des autres vies. Donc il y a vraiment un gros travail de guérison, de réconciliation en fait à faire parce que si on se guérit soi, en fait, on guérit le monde. Et ça commence par là et vraiment là-dessus, faire confiance à sa petite voix intérieure. Et il faut foncer, quoi. Il faut oublier ses peurs et il faut y aller. Quels que soient nos rêves, il faut vraiment foncer vers ce que nous susurre cette voix intérieure. Je suis super d'accord avec toi. Je te rejoins beaucoup sur tout ce que tu as dit en fait aujourd'hui, parce que je murmure souvent à la fin de mes cours à mes élèves, pour être bien avec les autres, il faut être bien avec soi-même, donc se guérir soi-même avant de vouloir essayer de guérir les autres, etc. Et ça, c'est nos expériences effectivement passées qui nous inculquent tout ça, et qui nous guident vers une voie. Et je suis totalement d'accord avec toi que écouter son cœur, écouter son intuition, c'est vraiment une clé pour notre bien-être personnel. Merci beaucoup pour ces partages aujourd'hui, Linda. Merci de t'être confiée à nous. Merci d'avoir partagé tout ça. Et puis j'espère très vite en vrai, en visio ou peu importe. Merci beaucoup à toi et puis merci à tous. À bientôt. À bientôt. N'oubliez pas que vous pouvez contribuer au développement du podcast grâce à la page Tipeee créée pour que vous puissiez faire des dons en échange de contreparties chaque mois, comme par exemple des e-books, des cours de yoga avec des invités, des vidéos ou encore des épisodes sur des thèmes précis avec des invités ou bien tout à la fois. Le lien est dans ma bio sur Instagram et je le remettrai en description. Merci d'avance pour votre contribution à faire grandir le podcast Les Yoga dans nos vies. À bientôt.